d'homme d'affaires, mais comme tout le monde, il a le droit de se poser des questions sur l'existence, le sens de la vie. Donc c'est ce qu'il n'a pas manqué de faire. Ce soir, il va nous restituer une partie de ses réflexions. Il n'y a pas de thèse, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va vous défendre l'idée de la religion, l'idée de ceci ou de cela. Ça n'est juste qu'un cherchant qui va nous expliquer le fruit de ses recherches. Voilà, Corinne, c'est à toi. Donc Jean-Hubert Villebrod, qui est avec nous, scientifique de formation, comme on vient de vous le dire, avec un passé professionnel dans la recherche, mais qui s'intéresse également beaucoup à la philosophie, puisqu'il a fait un livre intitulé L'hypothèse Dieu, un livre qui a un titre surprenant, intéressant et interrogatif. Donc votre parcours croise deux domaines qu'on oppose très souvent, la science et la foi. Nous allons explorer ensemble cette frontière qui est quand même assez mouvante, et on va essayer de parler de Dieu, mais sans se disputer, je vous le promets. Peut-être pas facile, mais nous allons y arriver. Alors aujourd'hui, pourquoi écrire un livre sur Dieu à une époque où, il faut l'avouer, on parle davantage de l'IA, de l'intelligence artificielle, que de l'intelligence divine. Il fallait oser. Donc, dans un monde où la science explique quand même actuellement beaucoup de choses, du cerveau à l'univers, pourquoi cette question de Dieu? Qu'est-ce qui vous a personnellement poussé à explorer ce sujet? Alors d'abord, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Déjà pour vous dire que je suis très heureux d'être là ce soir pour échanger avec vous. Je voulais profiter de cette occasion pour remercier toute l'équipe de Rochefort Nouveau Monde, Corinne et Jean-Pierre Lecomte, son président, pour cette très sympathique invitation. Alors pour répondre à votre question, Corinne, il y a deux éléments particuliers qui m'ont poussé à aller dans cette direction. C'est un petit peu en réaction à deux éléments qui sont courants dans le monde scientifique en particulier, car nous sommes dans le pays du positivisme. Le positivisme, c'est la doctrine d'Auguste Comte qui hiérarchise les états de l'humanité et discrédite tout ce qui est métaphysique. Et en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit que ça ne tenait pas la route, parce que il y a beaucoup d'éléments qui sortent du domaine scientifique et qui ont tout à fait la légitimité d'être abordés par la métaphysique. J'ai d'ailleurs eu toujours un grand intérêt pour la philosophie, et mon passé, mon expérience scientifique me donne un bon bagage pour explorer dans cette direction. D'autant que je me suis rendu compte assez rapidement que je n'étais pas le seul, et que dès la fin du XXe siècle, du côté de la philosophie analytique, c'est-à-dire plutôt outre-Atlantique, un certain nombre de penseurs s'étaient remis à travailler sur la problématique de la métaphysique et l'avaient remis au goût du jour. Je pense à des gens comme David Davis, Édouard Love ou Patrick Suppès. Et puis, plus récemment, même chez nous en France, en 2011, une chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance a été créée au Collège de France. Chaire dont Claudine Tiercelin a été l'a occupée. Donc ça, c'est le premier élément qui m'a confirmé dans la direction. Le deuxième, qui paraît un petit peu étrange pour beaucoup, c'est que nous sommes dans le pays de la laïcité. Alors, la laïcité, ça veut dire qu'on ne doit pas parler de Dieu, théoriquement, en public en tous les cas. Mais on ne doit pas parler de Dieu en tant que sujet de religion.
D'accord? Donc on ne parlera pas de religion ce soir. En revanche, on a le droit de parler de Dieu en tant que sujet philosophique. Et c'est bien ce que nous allons faire ce soir, d'autant que on va le faire avec un angle de vue scientifique. Et puisque nous nous intéressons au regard de la science sur la problématique de l'existence ou de l'inexistence de Dieu, nous ne parlerons pas de tout ce qui ne peut pas être étayé par la science. Et donc, je répète ce que Jean-Pierre a dit, je ne suis pas là pour défendre une thèse, mais pour partager des connaissances scientifiques et des éléments de réflexion. C'est intéressant parce qu'on sent quand même en vous une double exigence, une exigence scientifique et on peut dire existentielle. Mais quand on parle de Dieu dans un cadre rationnel, ça provoque souvent des réactions qui sont assez viscérales, assez fortes. Vous évoquez un dialogue donc, entre foi et raison. Mais pourquoi cette question de Dieu dérange-t-elle autant? Alors, il y a les croyants qui ont du mal à entendre parler des sciences, les scientifiques qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Et pourquoi est-il si difficile aujourd'hui d'en parler de manière rationnelle entre le scientisme d'un côté et la foi aveugle de l'autre? Est-ce que vous pensez qu'il y a une voie du milieu? Oui, je le pense, effectivement, parce que de façon bien différente, le fidéisme, c'est-à-dire la foi aveugle dont vous parlez, et le scientisme constituent deux impasses. Le fidéisme affirme que la foi n'a pas besoin de la raison. Cela renferme, selon moi, une contradiction interne. En effet, si Dieu existe et nous a donné la raison, alors pourquoi ne pas utiliser la raison pour approcher Dieu? Il serait alors logiquement impossible, en utilisant cette raison, de déduire l'inexistence de Dieu. Mais de façon plus pragmatique, il me semble que le danger réel du fidéisme, c'est une foi coupée de la rationalité, qui risque de verser sur l'obscurantisme ou sur le dogmatisme. Et puis, le deuxième écueil, c'est effectivement le scientisme. C'est affirmer que la science peut tout expliquer. Mais par exemple, aucun fait scientifique, même pas les données sur le cerveau, ne permet de déterminer si une action est bonne ou mauvaise. L'éthique, la morale, le sens de la vie, la beauté sont des domaines qui échappent à l'investigation empirique et nécessitent une réflexion philosophique, non scientifique. Il me semble que la science explique le comment et non le pourquoi. Et que le scientisme est en fait une idéologie dogmatique qui trahit l'esprit critique de la science, en lui attribuant une autorité absolue qui sont, selon moi, par nature inaccessibles. En conclusion, l'enquête métaphysique peut et doit s'appuyer sur la science au niveau des données et au niveau de la démarche, mais en étant conscient que les résultats de cette enquête ne seront ni vérifiables ni réfutables. Donc, puisque la science est quand même le fil conducteur de votre conférence, nous allons continuer sur ce terrain avec une question qui est très importante, c'est celle de l'origine de l'univers, carrément. Alors, que dit la science sur le commencement ou l'existence de l'univers? Alors, le Big Bang, les lois physiques, l'expansion. La science, on entend la science qui décrit très bien le comment, mais quand il s'agit du pourquoi, elle reste quand même très souvent muette. Que peut-on dire, selon vous, sur le sens de tout cela?
est-ce que sur la raison d'être de l'univers, et est-ce que les découvertes renforcent ou affaiblissent carrément l'idée d'un Dieu créateur? Alors, pour répondre à la question, je vous propose de revenir un petit peu au Big Bang. On va en parler un petit peu. Parce que c'est une affaire assez récente, finalement. Vous savez que quand Einstein a présenté sa théorie de la relativité générale, on est en 1916, tout le monde croyait que l'univers était stationnaire, c'est-à-dire qu'il était invariant dans le temps, ça ne bougeait pas. Et puis, il y a deux scientifiques, d'une part Alexander Friedman et d'autre part Georges Lemaître, qui ont trouvé des solutions exactes à l'équation de la relativité générale, et ces solutions montraient qu'au contraire, l'univers était en expansion. Alors au début, Einstein était très très sceptique sur cette affaire-là, jusqu'à ce qu'un troisième larron, Edwin Hubble, fasse des mesures sur les galaxies lointaines et se rende compte que les galaxies s'éloignaient d'autant plus vite qu'elles étaient loin. Et ça fait penser à un ballon qui gonfle. La périphérie se déplace plus vite que le centre du ballon. Et donc, l'univers serait en expansion. Et si on va dans le temps vers le passé, ça signifie qu'à un moment donné, il est de taille nulle. Donc ça, c'était l'idée, et elle a été, je vais passer un petit peu des détails, hein, elle a été largement confirmée jusqu'à un temps qui vaut 10 puissance moins 42 secondes. Alors j'explique ce que ça veut dire. C'est 1 sur un chiffre qui a un 1 et 42 zéros. Donc ça fait des milliards de milliards de milliards de milliards de milliardaines de secondes. Et à ce moment-là, le rayon de l'univers valait 10 puissance moins 35 mètres. Là aussi, ce sont des milliards, des milliards, des milliards dièmes de mètres. Et donc, c'était la limite de ce qu'on pouvait atteindre en utilisant la théorie d'Einstein, la théorie de la relativité générale. C'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Et là, l'univers, on voit, il est microscopique. Et donc, à ce moment-là, le premier problème qui se pose, c'est que la théorie de la gravité ne fonctionne plus. Il faut passer sur la physique quantique, qui est la physique de l'infiniment petit. C'est le premier problème. Et il va y avoir un deuxième problème. Le deuxième problème, c'est qu'il y a un certain nombre de caractéristiques de l'univers qu'il faut expliquer. Pourquoi la densité de l'univers est aussi uniforme? Pourquoi l'univers est plat? Alors, la platitude de l'univers, ça veut dire que partout dans l'univers, deux parallèles ne se rejoignent jamais. Si l'univers est courbe, à un moment donné, vos parallèles se rejoignent. Donc l'univers est plat. Il fallait l'expliquer. Et puis, il y avait l'inexistence d'une particule qui était prévue par la théorie et qui est le monopôle magnétique. Donc, un certain nombre de bizarreries, comme ça. Et dans les années... L'inflation, c'est récent. Dans les années 60, Alan Guth a émis... Non, c'est même encore plus vieux, c'est 1970, dans les années 70. Alan Guth a émis l'hypothèse d'une inflation de l'univers extrêmement rapide, c'est-à-dire d'une multiplication de la taille de l'univers d'un facteur 10 puissance 26, en gros presque un milliard de fois, en 10 puissance moins 32 secondes, c'est-à-dire
ce sont des chiffres astronomiques. Vous voyez sur le schéma là, cette espèce de Z là, que fait de S, et on voit l'évolution de la taille de l'univers en fonction du temps. Et cela, c'est évidemment quelque chose qui pose problème. Donc on a deux problèmes pas simples qui laissent penser que le modèle n'est pas tout à fait complet. Et donc, les chercheurs essayent de trouver des solutions. Alors, ça va chercher dans toutes les directions, avec des hypothèses. La plupart de ces hypothèses sont des hypothèses d'univers multiples, avec deux typologies. Une typologie de multivers temporel, c'est l'idée qu'avant le Big Bang, il y avait déjà un autre univers qui s'est contracté et qui a rebondi. Donc il y a deux théories. Une théorie de Roger Penrose, qui est la cosmologie cyclique conforme, et la gravitation quantique à boucle. Bon, chacune a ses supporters, mais elles ont toutes des problèmes. Et puis des théories qui ont eu le vent en poupe, ce sont ceux des multivers spatiaux. Là, on a encore beaucoup de théories. Une qui a beaucoup de vent en poupe pendant plusieurs décennies, c'est la théorie des cordes. Vous avez peut-être entendu parler. Mais les autres, les trous noirs, les multivers spatiaux dans un espace infini, l'inflation éternelle, tout ça sont des théories qui sont encore un petit peu en cours d'étude, mais qui présentent des difficultés majeures. Et puis, il y a des nouvelles théories qui sont en cours de développement, mais qui sont à des niveaux d'aboutissement encore inférieurs. En parallèle, il y a quand même un élément important à tenir compte, c'est ce fameux théorème de Borde, Guth et Vilenquin, qui montre qu'un univers qui, en moyenne, s'est étendu tout le long de son histoire, ne peut pas être infini dans le passé, mais a une limite d'espace-temps. Et donc ça prêche aussi pour un début de l'univers. Alors, que faut-il penser de tout ça ? Et c'est là qu'il faut avoir une petite réflexion philosophique que je voudrais introduire avec un philosophe du Moyen-Âge qui s'appelle Jean Duns Scotus, qui est un Écossais comme son nom l'indique, qui a identifié deux types de causalité. La cause de transition, c'est moi qui la renomme ainsi parce que les philosophes appellent ça la cause accidentellement ordonnée, mais ça ne dit pas forcément grand-chose à grand monde. Donc c'est une cause de transition qui, lorsque la cause disparaît, l'effet demeure. J'ai représenté l'effet domino. Vous appuyez sur le premier domino, vous pouvez retirer votre main, les dominos vont se coucher les uns après les autres. Et puis la deuxième cause, c'est la cause d'état. Alors je vais redire un autre mot de la cause de transition, c'est que très souvent, cette cause de transition, elle n'est pas visible. Je donne l'exemple suivant. Ce matin, en allant travailler, je descends l'escalier de mon immeuble, j'arrive dans la cage d'escalier, je vois des pots de peinture. Je passe ma journée au travail, je rentre, il n'y a plus de pots de peinture. Maintenant, les murs ont été repeints. Je n'ai pas vu la cause de transition. La cause de transition, c'est le peintre qui est venu repeindre. Mais pourtant, intervient le deuxième élément de causalité, c'est la cause d'état. Si le mur est repeint, si je l'observe repeint, c'est bien qu'il y a eu de la peinture. Lorsque la cause disparaît, eh bien, l'effet disparaît. S'il n'y avait pas de peinture, le mur ne serait pas repeint. Et donc, ça amène cette réflexion que si l'univers a un début, alors Dieu est sans doute un bon candidat pour cette cause de transition.
C'est un argument qui a été développé par le philosophe musulman Al-Kindi au IXe siècle. On appelle l'argument du kalam. Mais si l'univers n'a pas de début, ce qui est aussi possible, on a vu qu'il y a des théories qui l'évoquent, il faut bien résoudre le problème de la cause d'état. Vous parlez d'univers, et c'est vrai, je pense que vous êtes tous comme moi, quand on observe l'univers, on est quand même frappé par son organisation, par son ordre, par son équilibre, sa précision qui est absolument troublante. Et on parle aussi d'univers réglé pour la vie. Alors évidemment, quand on parle de ça, ce n'est pas un ingénieur cosmique avec son tournevis qui est en train de tout régler. Soyons sérieux. Mais comment comprendre cette précision qui est absolument stupéfiante, qui est incroyable? Est-ce qu'on peut encore parler de hasard quand tout semble si bien ajusté et en ordre? Alors, beaucoup parlent d'un univers finement réglé. Est-ce une simple coïncidence ou un signe d'intention? Alors, encore compliqué comme question. oui, encore compliqué. On va déjà, je vous propose de regarder un petit peu à quoi fait-on référence quand on parle d'univers finement réglé. Donc, le réglage fin de l'univers, c'est, on le voit ici, lorsque, après le Big Bang, l'univers s'est développé, les particules sont apparues. Et elles sont apparues de façon assez organisée, puisque on voit la force nucléaire forte, la force nucléaire faible et la force électromagnétique. On se rend compte que si leur valeur déviait de quelques pourcents, eh bien, l'univers n'aurait pas du tout subi la même trajectoire. On n'aurait pas de fusion, pas d'hydrogène, on n'aurait éventuellement pas d'éléments lourds, la chimie ne serait pas possible si la force électromagnétique était plus faible, les électrons seraient en nuage, en permanence délocalisés, et on ne pourrait pas avoir de réaction chimique. Si elle était plus forte, les électrons seraient collés contre les protons et les liaisons trop difficiles à casser. On a d'autres paramètres tels que, il me semble qu'il y a quelque chose qui a sauté, mais c'est pas grave, ça c'est le paramètre de la masse, du rapport entre la masse de l'électron et la masse du proton, et on se rend compte que si ce rapport était différent de 1 sur 1836, à quelques pourcents près, eh bien les liaisons chimiques seraient instables. Un des paramètres aussi les plus importants, c'est les fluctuations de densité de l'univers. On voit que si elle bougeait de quelques pourcents, on n'aurait pas de structure dans l'univers. Il n'y aurait pas de galaxie. Éventuellement, on aurait un univers de trous noirs ou pas du tout de structure. On a aussi une contrainte sur le rapport entre la gravité et la force électromagnétique. Mais le paramètre le plus sidérant, c'est ce qu'on appelle la constance cosmologique. On voit que si elle était différente dans un rapport de 10 puissance 120, eh bien, l'univers ne fonctionnerait pas. Et on va voir ça dans la diapositive suivante, car c'est quelque chose qui a été découvert très très récemment. Tout cela date de 1998, vous voyez. On savait que l'univers était en expansion, et un univers en expansion avec une gravité, ça veut dire que l'expansion continue, mais de moins en moins rapidement. Et donc, à un moment donné, l'univers aurait dû se contracter. Et ce qu'ont observé deux équipes scientifiques qui observaient les supernovae, c'est qu'au contraire,
ces supernovas s'éloignaient plus rapidement que ne le prédisait l'expansion de l'univers. Ça veut dire que quelque part dans l'univers, il y a une pression répulsive qui fait en sorte que le ballon gonfle plus vite qu'il ne devrait. Il y a une accélération de l'expansion de l'univers qui a donné lieu à ce qu'on appelle le modèle lambda-CDM. Et le lambda, c'est le paramètre qu'on appelle la constance cosmologique, qui est l'indication d'une énergie qu'on appelle énergie noire, qui est quelque part le moteur caché de l'univers. Et si cette constante était plus importante, la matière serait diluée immédiatement. L'univers exploserait. Si lambda était plus faible, au contraire, l'univers s'effondrerait. Or, cette constante est en fait la somme de plusieurs contributions qui ont des valeurs extrêmement fortes. 10 puissance 120 fois au-delà de la valeur mesurée pour l'expansion. Et donc c'est un grand mystère aujourd'hui, pourquoi finalement cette constance cosmologique est si faible alors que les paramètres qui la définissent ont des valeurs aussi importantes. On a aussi des conditions locales assez peu communes pour que la vie apparaisse. J'ai représenté ici le système solaire. La vie, grossièrement, fonctionne entre moins 10 et 100 degrés, mais pour apparaître, vraisemblablement, c'est dans une plage de température beaucoup plus faible. Or, la planète Terre, on est situé à 150 millions de kilomètres du Soleil. C'est représenté en unité astronomique par la valeur 1, c'est la référence, ce qui nous permet d'avoir des conditions acceptables. Mais vous voyez que dans le système solaire, la plupart des planètes ont des valeurs de distance beaucoup plus importantes ou beaucoup moins importantes, mais surtout des températures qui ne permettent pas du tout l'apparition de la vie. Mercure, vous voyez, les températures vont de moins 180 à 430 degrés. Et vous allez de l'autre côté, Neptune, moins 214 degrés. Donc, aucune chance que la vie n'apparaisse. Pour que la vie apparaisse, il faut que la planète et son astre soient à une distance acceptable. Il y a un autre élément, c'est l'ellipticité. Vous voyez, Mercure, vous avez une variation très importante entre l'hiver et l'été, si on veut, de moins 180 à 430, parce que la trajectoire de la planète est très elliptique. Donc à un moment donné, elle va être très près du Soleil, et à un autre, elle va être beaucoup plus loin. Ça, c'est une condition supplémentaire à remplir. Et puis, il y en a une troisième, qui est aussi importante. On a de la chance, c'est d'avoir des pôles magnétiques, parce que ce champ magnétique, il nous évite toutes les projections haute énergie qui proviennent du Soleil. Et ces projections, si on les recevait, eh bien, elles empêcheraient toute la chimie de la vie. Et elles ne nous parviennent pas parce qu'elles sont déviées par le champ magnétique terrestre. Donc encore une condition qui est nécessaire à l'apparition de la vie. Et puis après ces conditions locales, vous avez également des conditions de haut niveau. Il nous faut des lois physiques qui soient stables dans le temps et dans l'espace. Si on n'avait pas de lois stables, la reproduction de certaines configurations serait impossible, et donc on aurait une évolution qui serait quasiment impossible. De même, s'il n'y avait pas de causalité, on ne pourrait pas avoir de mémoire, et donc aucune évolution biologique.
dernier élément, certains scientifiques ont montré que nous vivons dans un espace à 3 dimensions d'espace et une dimension de temps, dans un univers, pardon, à 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Et que si nous n'étions pas dans un univers à 4 dimensions, eh bien la physique ne fonctionnerait pas. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup de conditions qui ont fait penser à certains que finalement l'homme étant au bout de la chaîne, il pouvait y avoir quelque chose qui s'appelle un principe anthropique, qui dit que comme les conditions préalables à l'apparition de la vie sont extrêmement précises, alors ces conditions sont peut-être nécessaires, ou bien elles ne sont que suffisantes, c'est le principe faible. Et donc pour conclure cette réflexion, la situation aujourd'hui est qu'en fait il y a une alternative. Soit effectivement, comme le disait Corinne, il y a un architecte de l'univers qui a un petit peu orienté tout ça, soit on est dans un multivers, il existe un nombre d'univers extrêmement grand, et s'il est suffisamment grand, il est possible que ces conditions apparaissent, et par chance ou par malchance, on est dans cet univers-là. Donc, cet ordre, on le retrouve également dans la vie, et plus encore dans la conscience humaine. Donc on peut peut-être aborder maintenant le thème de l'émergence de la vie et de la conscience, en passant du Big Bang à nos petits cerveaux. Alors ce grand écart, évidemment, n'est pas simple, mais c'est peut-être là que tout se joue. Malgré les progrès de la biologie, des neurosciences, la conscience reste quand même un vrai mystère aujourd'hui. Pensez-vous qu'un jour on pourra tout expliquer ou pas, ou bien la conscience nous met-elle sur quelque chose peut-être de plus grand? Est-ce que pour vous, la conscience est un indice du divin, un reflet du transcendant? C'est une vaste question, hein. Alors, je vous propose peut-être de revenir au début et à l'origine de la vie, et je voudrais peut-être dissiper quelques idées reçues. Alors, on a un dernier ancêtre commun, universel. Vous le savez peut-être, il s'appelle Lucas. Last Universal Common Ancestor. On ne voit pas le titre de la slide, je ne sais pas pourquoi. Donc, Lucas, c'est la combinaison de 3 éléments. Une séparation entre le soi et le non-soi, la possibilité de se maintenir en tant que tel et la possibilité de se reproduire. Et donc, sur ces 3 aspects, des expériences ont été réalisées qui montrent que, en fait, tout ça est naturellement possible. La première qui a marqué les esprits, c'est celle de Stanley Miller en 1953. Il a pris un mélange d'eau, d'hydrogène, de méthane, et il a simulé des éclairs qui pouvaient se trouver dans l'univers primordial par des étincelles. Et il s'est rendu compte que tout cela pouvait générer des molécules qui étaient propres à être utilisées pour fabriquer de l'ARN. Des molécules organiques. La deuxième expérience,
c'est celle de Sol Spiegelman en 1965. Il a réussi à montrer que de l'ARN pouvait être créé à partir d'une soupe d'éléments prébiotiques, c'est-à-dire de ces molécules organiques qui allaient pouvoir s'agglomérer et puis se reproduire. Et il a montré qu'une chaîne d'ARN pouvait se reproduire, il a fait jusqu'à 74 fois, en gardant la même structure. Et plus récemment, là on arrive dans les années 90 où en laboratoire, on a montré qu'il était possible d'encapsuler des molécules d'ARN par des nanoparticules de lipides. Et c'est ces premières découvertes qui ont été récemment utilisées pour réaliser de façon industrielle, cette fois, les vaccins à ARN messager. Et donc, même si la vie n'a pas été fabriquée en laboratoire, il n'y a rien qui permet de penser que son apparition primordiale est en dehors des règles de la nature. Mais comme on n'a pour le moment pas réussi à la réaliser, les conditions dans lesquelles tout cela s'est passé devaient être effectivement extrêmement précises. Alors un autre élément qu'il faut avoir en tête, qui a souvent été présenté comme une opposition à l'idée de l'existence de Dieu, c'est l'évolution. Puisqu'avant, on imaginait que Dieu, d'un coup de baguette magique, avait créé l'homme et que depuis toujours, l'homme était tel qu'il est. Et donc, quand Darwin a proposé sa théorie de l'évolution par sélection naturelle, évidemment, il y a eu beaucoup de levées de boucliers. Un peu plus tard, on a compris que l'hérédité, là on va dans les années 1960, que l'hérédité est portée par la molécule d'ADN et que des petites mutations de cette molécule permettent d'explorer les possibilités d'évolution et de changer les caractéristiques du vivant. Et donc, ça a donné lieu à ce qu'on a appelé la théorie darwinienne de l'évolution. Assez rapidement, les scientifiques se sont rendus compte que c'était un petit peu trop simpliste et qu'il y avait vraiment beaucoup d'autres facteurs qui intervenaient et que ce n'était pas que la sélection naturelle et pas qu'une petite mutation par-ci ou par-là qui était responsable de l'évolution de la vie. J'ai cité quelques facteurs, là, la dérive génétique, le fait qu'il y a des petits... Naturellement, il y a la statistique des reproductions qui joue. Il y a des nombreux types de réarrangements génétiques, c'est-à-dire que les chromosomes vont être... il y a des délétions, il y a des insertions, il y a beaucoup de réarrangements. Et puis, il y a plein de stratégies d'évolution des êtres vivants. Il y en a une qui est la plus importante, c'est la phagocytose, c'est-à-dire une bactérie qui va en absorber une autre et à l'intérieur d'elle-même, elle va soit fonctionner de façon complètement indépendante, de même que nous, dans notre tube digestif, on a des bactéries qui font le boulot pour nous. On a des bactéries qui vont éventuellement fournir leur appareil génétique à la bactérie hôte. Voilà. On s'est rendu compte aussi que tous les gènes n'étaient pas forcément exprimés, que suivant la façon dont la molécule d'ADN était enroulée, suivant qu'on avait de la chromatine dans un certain état ou pas, qu'on avait des radicaux méthyl ou pas, eh bien, les gènes étaient plus ou moins exprimés, et donc tout ça, ça impactait sur un certain nombre de générations l'évolution du vivant. Et donc,
on a abouti aujourd'hui à une théorie scientifique de l'évolution qui intègre finalement tous ces éléments qui font que la vie, finalement, a une explication qui paraît finalement assez logique s'il existe un créateur, puisque de façon assez logique, il lui a permis d'évoluer et de réagir à l'évolution de son environnement. Donc pas d'incompatibilité entre une théorie scientifique de l'évolution et l'existence d'un créateur. Autre élément important, les neurosciences. Alors, la structure et le fonctionnement des neurones est connu depuis le milieu du XXe siècle. On sait qu'on a une neurone, c'est effectivement des dendrites, un soma et puis des synapses, et que tout ça est interconnecté avec des architectures qui permettent de réaliser plein de fonctions. On sait qu'on a 86 milliards de neurones dans le cerveau. À partir, on sait la fonction mathématique, la fonction de traitement d'une neurone est connue. Pour ceux auxquels ça parle, c'est une sommation avec un seuil. Et donc ça se simule assez bien en informatique. Et donc on est capable de reproduire sur un ordinateur le fonctionnement du cerveau. Et ça marche assez bien. Et puis on est capable de cartographier le cerveau. On a des machines aujourd'hui qui sont, on appelle des IRM fonctionnels, qui mesurent l'activité des réseaux sanguins, des micro-réseaux sanguins dans le cerveau, et qui sont capables de dire de façon très précise quel endroit du cerveau est activé. Et donc on peut mener des expériences en générant un stimulus et en regardant comment le cerveau réagit. Et donc, on a une très bonne compréhension du fonctionnement du cerveau et de tout ce qui va être la réaction à un stimulus. C'est ce qu'on appelle la conscience d'accès. Si je vous pince, eh bien, on sait très bien comment le cerveau va réagir. Éventuellement, il va vous dire de retirer votre main. Mais pourquoi vous ressentez la douleur parce que je vous pince? Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. C'est ce qu'on appelle la conscience phénoménale. Et donc là, on a de multiples théories. J'en ai recensé 14 dans mon livre. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse, de consensus scientifique, on va dire, sur ce sujet. Je voudrais aborder un autre point aussi, qui est la psychologie. Là aussi, il y a des éléments qui sont assez intéressants. Alors, pour le père de la psychologie moderne, Freud, Dieu est une illusion. Mais pour beaucoup d'autres, sans parler de Dieu, ils s'intéressent au transcendant et ils remarquent que le rapport de l'homme au transcendant est quelque chose qui est ancré chez nous. Et que si nous n'avons pas ce rapport, eh bien cela peut créer des troubles psychologiques. Donc tout cela, pour répondre à votre question, ça nous interroge. Il n'y a pas de réponse, mais on est quand même en interrogation devant des affirmations aussi précises. D'accord. Eh bien, écoutez, tout cela, ça nous amène à une question un peu plus personnelle. Après tout ce parcours, quelle posture adopter face à l'inconnu? Parce qu'il y a de l'inconnu actuellement. On doit croire, on doit douter, on doit chercher. Nous avons le choix donc d'être agnostique, d'être croyant, peut-être simplement curieux, en quête de sens. Alors, comment continuer à chercher sans tomber ni dans le dogme,
ni dans un scepticisme total. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais résumer quand même quelques conclusions de mon étude. D'abord, c'est la confirmation qu'il n'y a pas de preuve objective ni de l'existence ni de l'inexistence de Dieu. Le deuxième élément, c'est que la science nous suggère fortement que la vision d'un Dieu qui intervient directement et dynamiquement sur la matière est fausse. Et puis, le troisième élément, c'est pour moi un changement de paradigme. En effet, hier, on croyait à l'action divine lorsqu'on n'était pas capable d'expliquer un phénomène. Et aujourd'hui, j'ai l'impression plutôt que c'est la connaissance scientifique qui rend l'hypothèse de l'existence de Dieu plausible. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, il me semble que, loin de pousser vers l'agnosticisme, ces réflexions nous poussent plutôt vers une attitude probabiliste. Et donc, pour faire évoluer notre appréciation des probabilités, il nous faut approfondir non seulement nos connaissances scientifiques, mais également nos connaissances métaphysiques. La science nous permet d'avancer sur la compréhension du fonctionnement de l'univers, mais pourquoi y a-t-il quelque chose ? Pourquoi ce quelque chose évolue ? Et pourquoi évolue-t-il suivant des règles ? Tout cela sont des questions métaphysiques. À titre personnel, je défends une approche probabiliste basée sur les sciences, et elle montre que Dieu, sous une forme ou sous une autre, est une réponse plausible. Eh bien, après tout ça, un résumé est difficile. Enfin, moi, je retiens que la science ne tranche pas, apparemment. La philosophie, elle interroge, et puis la foi, elle propose. Eh bien, je vous dis merci de nous avoir invités à explorer plutôt qu'à conclure, parce que c'est très intéressant de nous pousser encore plus loin dans le questionnement. Maintenant, une dernière petite question, très courte. Si vous deviez résumer en une phrase ce que vous aimeriez que le public retienne ce soir. Écoutez, compliqué aussi. Je ne présente pas apporter de réponse définitive, mais je vous invite plutôt à une quête. Si la science, loin d'écarter Dieu, nous aidait tout simplement à mieux formuler les questions, je pense que ce serait déjà pas mal. Eh bien, merci beaucoup Jean-Albert pour toutes ces explications. Je crois que maintenant nous allons passer aux questions. Je voudrais quand même insister parce que je trouve que la conférence était très riche. Merci pour cette traversée passionnante, pour cette vision apaisée, mais quand même qui reste très stimulante, qui va peut-être nous empêcher de dormir, parce qu'on va peut-être se poser plein de questions ce soir, je ne sais pas. Maintenant, à vous de peut-être de poser vos questions. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonsoir monsieur, et merci pour cette brillante conférence. Pour ma part, j'en repartirai très déçu. Car en effet, au titre l'hypothèse Dieu,